Bonjour, on parle maintenant des distorsions cognitives de Beck. Alors, on part un petit peu la capsule. On se rappellera que des distorsions cognitives, on l'a vu, c'est des pensées irrationnelles. On peut appeler ça nos interprétations cognitives nuisibles aussi, des choses qu'on interprète dans à peu près toujours le même genre de situation, qui nous ont peut-être déjà servi dans le passé, mais qui rendent les choses beaucoup plus difficiles parce que c'est une vision erronée de notre environnement ou des événements. Donc, faut se mettre à gratter un petit peu pour savoir c'est quoi ces interprétations cognitives nuisibles-là. Et on va se servir d'une deuxième perspective, cette fois-ci, qu'on appelle les interprétations cognitives plutôt les distorsions cognitives, dis-je, de Aaron Tim Beck. Donc, qu'est-ce que c'est ces distorsions cognitives-là? La même chose que nos croyances irrationnelles, c'est un peu le même genre d'explication, seulement on a deux psychologues qui prennent un peu une perspective différente, fait qu'on voit les deux pour nous aider, pour se servir peut-être de décortiquer les choses qui peut-être vous ont amené à être ambulancier, des choses qui vont peut-être peser sur vos épaules, comme l'idée d'être un héros, de ne pas pouvoir faire d'erreur, le perfectionnisme, etc. Donc, on va pouvoir utiliser ces outils-là pour mieux comprendre et cette fois-ci, avec Beck, on va voir deux catégories, c'est-à-dire les déductions sans preuve, des choses où on se sert de nos propres preuves de ce qui s'est passé des fois, ou simplement de déduction versus de preuves qu'on peut trouver dans l'environnement et des généralisations excessives. On va voir c'est quoi un petit peu plus loin. Donc, pourquoi on appelle ça tout d'abord les distorsions cognitives? Eh bien, on l'a dit, notre cerveau, il aime les raccourcis. On appelle ça heuristique parce que s'il fallait se concentrer, mettre tous nos efforts sur toutes les petites décisions et les choses auxquelles on a à penser, tous les stimuli de l'environnement, tout ça, il y aurait une surcharge mentale, ce serait très, très, très difficile. Alors, notre cerveau, il nous aide en fait à comprendre le monde autour de nous. Il nous dit, ah, tu vois quelque chose voler dans le ciel, c'est un avion. En général, c'est très utile parce que ça nous permet de ne pas être obligé de faire le processus de dire engin en métal, qu'est-ce qui vole, d'être obligé, en fait, de raccourcir puis de raccorder plutôt tous ces petits points-là. Fait que c'est pratique. Mais quand il est question de distorsion cognitive, c'est peut-être le problème parce que à ce moment-là, les points qui sont raccordés, c'est pas la réalité et c'est là qu'il faut bien les identifier pour changer ces trajets-là. Surtout qu'on voit très, très souvent cette triade-là, entre autres les distorsions cognitives, quand on parle de dépression, de burn-out, de difficultés, c'est que tout d'abord, on se voit comme un perdant. Se voir comme un perdant, c'est pas du tout la même chose que d'avoir certaines difficultés. Donc, on va voir un petit peu plus spécifiquement qu'est-ce qu'on veut dire par ça. Voir le monde comme une source de frustration ou une source de quelque chose qui est injuste et envisager l'avenir sous un jour sinistre. Le problème, c'est que c'est des distorsions cognitives qui peuvent exister. On commence maintenant à voir celles que nous proposait Aaron Tim Beck. La première, dans la catégorie des déductions sans preuve, c'est les inférences arbitraires. On sait, une inférence, c'est un lien entre deux choses et c'est une déduction finalement. C'est une idée qu'on se fait de ce lien-là. Par exemple, si je vous dis quel de vos voisins est plus calme, votre voisin de droite, qui est bibliothécaire, ou votre voisin de gauche, qui est guitariste dans un band rock, vous allez me répondre quoi? Probablement la bibliothécaire, mais parce que c'est une inférence, parce que les liens qu'on a fait dans notre cerveau, c'est bibliothécaire, dans une bibliothèque, on chuchote, c'est un emploi peut-être où les gens un petit peu plus tranquilles s'en vont, etc. Mais en réalité, ça pourrait être tout le contraire. Vous pourriez avoir une voisine qui aime faire la fête, qui aime faire des grands bruits, etc. Et de l'autre côté, quelqu'un qui a 4 enfants, qui est plus tranquille, qui fait ses spectacles, qui revient à la maison. Donc, encore une fois, c'est des inférences. Est-ce que des fois, on a raison avec ces inférences-là? Oui, ça nous aide, mais quand c'est des distorsions cognitives, ça devient difficile. Donc, la première, une inférence arbitraire, c'est-à-dire un morceau incomplet d'information qu'on a, va nous permettre de compléter cette idée-là avec des points qui sont négatifs. Par exemple,
on peut se dire, bon, ben, cette personne-là, elle m'a répondu bête, elle m'aime pas, c'est sûr qu'elle m'aime pas, etc. Il nous manque beaucoup d'informations. On n'a pas de contexte. Peut-être qu'elle va pas bien cette journée-là. Peut-être qu'il y a autre chose qui se passe dans sa vie. Peut-être que pour elle, c'était tout à fait normal et c'était même pas nécessairement bête. Donc, on manque d'informations pour faire cette déduction-là. Et finalement, on fait des prévisions en se basant sur un comportement, un seul comportement. Par exemple, cette personne-là est pas fiable parce qu'une fois, elle a cancellé un rendez-vous, peut-être qu'elle avait quelque chose de très important, et cetera, mais on se base sur une chose pour faire des conclusions, souvent sur les gens ou sur les choses qui vont arriver. Deuxième déduction sans preuve, il s'agit du raisonnement émotif. C'est dur des fois de faire fi de nos émotions et donc, cette fois-ci, c'est d'interpréter nos expériences avec la paire de lunettes émotion seulement. Donc, on n'a pas nécessairement le raisonnement logique, on y va avec notre feeling en bon français. Donc, on se sert de ces sentiments-là, de comment je me sens, ça explique qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire, je vais reprendre l'exemple de quelqu'un m'a pilé sur le pied. Ben, ça m'a fait mal, ça m'a fâché. Nécessairement, la personne a fait exprès parce que mon sentiment va expliquer le geste. Je ne vais pas me servir de l'environnement. Peut-être qu'elle a trébuché, peut-être que c'est un accident, mais mon sentiment va expliquer finalement les motivations des autres ou l'événement. Par exemple, ce que je ressens, ça doit évidemment être vrai. Si on dit ben, j'ai l'impression d'être un raté, j'ai manqué quelque chose, donc nécessairement, je suis un raté, je me sens coupable, j'ai dû faire quelque chose de mal. Tu sais, des fois, quelqu'un va pas bien autour de nous, on a cette culpabilité-là, donc des fois, on cherche des choses qu'on aurait pu mal faire, mais il y a aucun lien. Je suis fâchée contre toi, c'est ma preuve que tu as fait quelque chose de pas correct. En réalité, c'est peut-être juste mon sentiment et j'ai interprété des événements. On revient au troisième maintenant, les énoncés de devoir. Notre fameux verbe devoir. Vous vous rappelez, avec les croyances irrationnelles, on avait aussi ce fameux verbe devoir-là, mais c'était plutôt au sens des impératifs, c'est-à-dire les choses doivent être comme ça. Ici, c'est notre propre sens du devoir et on utilise ce verbe-là, c'est-à-dire je dois faire ça ou je ne dois pas faire ça, mais on a l'impression qu'il y a des choses qui sont déjà fixées et si on ne fait pas ci ou si on ne fait pas ça, c'est la fin du monde ou c'est pas bien. On se met beaucoup, beaucoup de pression. Par exemple, un ambulancier pourrait se dire, je dois sauver cette patiente-là. À ce moment-là, oui, est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est un devoir? On ne peut pas toujours utiliser des verbes aussi cadrant que ça quand on fait une profession comme le métier d'ambulancier. La personnalisation, maintenant, c'est de prendre un peu les choses sur nos épaules, c'est-à-dire de se sentir responsable. Vous voyez où je veux en venir avec les ambulanciers? Encore une fois, c'est un sentiment de culpabilité qui est non fondé parce qu'on prend vraiment la responsabilité d'un peu tout, que ce soit des choses impersonnelles, donc des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, par exemple les sentiments de d'autres personnes ou encore les événements, et cetera. Donc, on devient responsable d'un peu tout ce qui nous entoure sans que ce soit le cas. C'est si quelqu'un autour de moi est triste, je me sens automatiquement responsable de ça, par exemple. On parle maintenant de généralisation excessive. Encore une fois, notre cerveau va faire un raccourci. On généralise certaines choses parce que c'est plus simple. C'est plus simple de se dire, ben, ceux qui choisissent des professions plus tranquilles, c'est des gens plus réservés. Et à ce moment-là, si on généralise ça, ça nous aide à faire du sens du monde qui nous entoure. Ceci dit, c'est pas toujours vrai et ça peut devenir nuisible. Par exemple, la pensée tout ou rien, blanc ou noir, hein. On entend ça souvent quand c'est pas de zone grise, quand c'est tout ou pantoute. C'est des pensées extrémistes et est-ce qu'il y a vraiment des extrêmes dans notre monde? Ils sont très rares. En général, il y a des zones grises, il y a des explications, il y a des entre-deux, et cetera. Mais quand tout est blanc ou noir, c'est ou
très, très, très positif ou très, très, très négatif et en général, on laisse les petites choses tout gâcher, notre expérience, et cetera. Donc, on ne peut pas voir une expérience comme étant positive s'il y a un élément de négatif à l'intérieur. C'est ça, avoir la pensée tout ou rien. Il faut que ce soit parfait, en d'autres mots, ou encore, c'est pas assez bon. Deuxièmement, la surgénéralisation, c'est une tendance à conclure que s'il y a quelque chose qui arrive une fois, ça va arriver toute la vie. Et on va se servir de cette expérience-là, finalement, pour prédire toutes nos expériences futures. On l'a vu avec les croyances irrationnelles, ça se peut pas. Si quelqu'un m'a peut-être rejeté une fois, ça veut pas dire que toutes les gens à qui je vais demander un coup de main vont me dire non nécessairement. Donc, des fois, on peut en venir qu'à penser, tu sais: «Je serai jamais assez bon, je vais toujours échouer» et cetera, quand on fait une erreur ou, tu sais, s'imaginer finalement que les choses vont se passer, toujours de la même façon. Encore une fois, hein, le verbe toujours qu'on voyait toujours et jamais quand on a observé les croyances irrationnelles. La prochaine, c'est la disqualification ou le rejet du positif. C'est-à-dire, là, non seulement on on n'octroie pas vraiment d'importance aux éléments positifs, mais en plus de les rejeter, on les transforme en événements négatifs. Tu sais, on dit des fois qu'il y a des gens qui ont vraiment des lunettes noires puis qui veulent tout voir en négatif, mais c'est une distorsion cognitive de faire ça. Et donc, non seulement on ignore les éléments positifs, mais on fait l'effort de les transformer. Des fois, on a quelque chose de positif. Par exemple, je viens de gagner à la loterie. Ah non, là, il va falloir que je fasse ça dans ma déclaration d'impôt. Ça va être super compliqué. Je vais avoir plein de paperasse à faire. Ça n'a pas de bon sens. Mais en réalité, c'est quelque chose de positif. On n'est plus capable de voir les éléments positifs comme étant justement ça, des bonnes choses. Finalement, le filtre mental dans les générations excessives, c'est la vision tunnel. On en parle souvent des fois, quand on se met, par exemple, à voir certains symptômes parce qu'on a déjà l'idée d'un diagnostic et donc des fois, on fait attention, on ne voit pas tout à fait les autres choses autour. Ben, on peut faire ça dans la vie aussi quand on focalise sur des aspects négatifs. Donc, on se met à exclure tous les éléments positifs qui pourraient être pertinents. Dans ce cas-ci, on ne les voit simplement pas. On n'est même pas capable de les voir, on ne les transforme pas, on ne sait même pas qu'ils sont là. En fait, la seule chose qu'on voit, c'est les éléments négatifs dans notre vie. Et on a aussi l'exagération dans l'amplification ou dans la diminution. La différence entre celle qu'on a vue il y a deux distorsions, c'est-à-dire, la disqualification du positif, c'est qu'on transforme le positif dans ce cas-ci. Tandis que là, quand on parle de l'amplification ou la diminution, c'est qu'on va minimiser vraiment les aspects positifs et on va exagérer les aspects négatifs comme si c'était la fin du monde, que c'était des catastrophes épouvantables et que le bon n'a pas beaucoup d'impact dans la balance. Donc, parfois, on peut exagérer aussi les éléments positifs, mais en général, cette distorsion cognitive-là est beaucoup plus probante quand on parle d'éléments négatifs. C'est beaucoup plus catastrophique la vie et une petite chose devient une montagne. Donc, regardez un petit peu la nuance. Ici, la petite chose négative devient une montagne. Quand, un petit peu plus tôt, on parlait, finalement de tout ou rien, la différence dans ce cas-ci, c'est que ce n'est pas nécessairement une montagne, on n'exagère pas les négatifs. Par contre, on lui donne beaucoup trop d'importance dans notre vie. Alors, c'est un peu ça la nuance entre les 2. Je sais que des fois, les nuances sont un petit peu sensibles, mais il faut simplement s'exercer à bien comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par chaque distorsion cognitive. On a aussi, une qui parfois peut affecter, les TAP, qui peut être très difficile.
c'est la dernière, c'est celle de l'étiquetage et des erreurs d'étiquetage. Vous savez, on a parlé de généralisation. Je vous ai donné mon exemple de bibliothécaire. Malheureusement, souvent, c'est pas les bibliothécaires qu'on va utiliser comme généralisation, c'est plutôt des généralisations à caractère péjoratif. Par exemple, ça peut être des sans-abri, ça peut être des gens qui ont des difficultés, ça peut être des gens avec qui on intervient très souvent et on s'est fait une idée. Et donc, on appose une étiquette et on réagit à ce moment-là à l'étiquette. Par exemple, vous avez quelqu'un qui boit de l'alcool, vous avez eu à réagir très souvent avec cette personne-là, c'est la seule chose que vous allez voir et quand vous allez intervenir, soudainement, vous ne verrez plus de symptômes, vous allez seulement voir des réponses à: «Ben oui, il a encore trop bu, c'est ça doit être encore ça». Donc, c'est une généralisation excessive à outrance et on se sert de stéréotypes pour juger les gens, hein. On parle ici de simplifier au maximum notre perception. Je pense que le mot clair, c'est juger les gens. Des fois, on a une idée de certaines catégories de personnes. Quand on a parlé de troubles de santé mentale, par exemple, avec la dépression, ben, ici, ça aidait ou, tu sais, il est juste lâche et cetera. C'est ce genre d'étiquette-là dont il est question ici et des fois, dans le métier de TAP, il y a certaines personnes à qui on peut apposer des étiquettes puis peut-être qu'on va passer à côté de quelque chose, non seulement de quelque chose au niveau de notre diagnostic, mais de quelque chose aussi au niveau de la personne avec qui on traite, qui est une personne, tout simplement. Si on fait un petit résumé de ces distorsions cognitives-là, si ma diapositive peut fonctionner, donc on avait quelques-unes. L'inférence arbitraire, c'est-à-dire prendre un morceau d'information, on complète avec nos propres pensées. Petit exemple sur la question, il y a une femme qui cuisait des jambons et vous savez les petits jambons ronds là qui ont, comme un petit côtelé, comme s'il y avait eu un filet qu'on a enlevé là dessus et à toutes les fois qu'elle cuisait son jambon, elle enlevait les 2 bouts et à un moment donné, son mari qui voyant, elle était nouvellement mariée, qu'elle faisait ça, il a demandé: «Ben, pourquoi tu fais ça? Moi, c'est une partie que j'aime du jambon» et cetera. Ils ont eu un petit conflit parce qu'elle dit: «Non, non, c'est pas bon ça, faut enlever ça quand on fait cuire le jambon, ça a pas de bon sens» et finalement, elle a appelé sa mère, elle a dit: «Mais pourquoi tu enlèves les bouts des jambons? Ça a l'air que c'est tu sais, je comprends pas, mon mari veut manger ça, c'est pas bon tout ça». Sa mère part à rire, puis elle dit: «Ben voyons, dis moi j'ai toujours enlevé les bouts des jambons juste parce que mon chaudron était trop petit pour le cuire». Donc elle avait pas l'information à savoir pourquoi sa mère faisait ça, elle faisait de l'inférence arbitraire. Du raisonnement émotionnel, on l'a vu, on utilise seulement nos sentiments pour expliquer des expériences et si je me sens comme ça veut dire que nécessairement c'est l'explication, ce qui est pas souvent le cas, pas toujours le cas. Les énoncés de devoir, là, c'est par rapport à nous, c'est les «je dois». On se convainc de choses et on se met une lourdeur sur les épaules. Le sentiment de héros, qui est souvent présent chez les TAP, fait partie de ces énoncés de devoir-là. Quand on a l'impression qu'on doit accepter de faire du temps supplémentaire parce que sinon, on ne sera pas un bon ambulancier ou notre patron nous appréciera pas autant, et cetera. Donc, ça devient des énoncés de devoir. De la personnalisation, c'est prendre les choses qui ne nous appartiennent pas, hein, pour laquelle on n'a pas de responsabilité, les prendre de façon personnelle, comme si c'était nous qui étions responsables de cet événement-là. Parfois, ça pourrait être la perte d'un patient, par exemple. La pensée tout ou rien, blanc ou noir, hein, on fait des interprétations extrêmes. Il y a pas nécessairement de milieu, de zone grise, donc le négatif, des fois, l'emporte sur le positif. La surgénéralisation, si c'est arrivé une fois, ça va arriver toujours. La disqualification du positif. Donc à ce moment-ci, c'est pas seulement de focaliser sur le négatif et c'est pas blanc ou noir, mais on transforme le positif en négatif. On voit le négatif dans tout ce qui serait positif normalement. On a aussi le filtre mental. Dans ce cas-ci, c'est, de mettre l'emphase sur un seul aspect, souvent négatif et là,
Les autres aspects n'existent même pas. Donc on considère même pas qu'ils sont présents. Dans ce cas-ci, c'est une vision tunnel, c'est juste le négatif qui fait partie de notre vision de la vie. On n'est même pas capable de considérer que parfois il y a du positif. L'exagération, on fait des grosses catastrophes avec tout ce qui va mal et on minimise ce qui va bien. Et finalement, l'étiquetage ou les erreurs d'étiquetage, c'est-à-dire on met des étiquettes et on réagit juste à l'étiquette, pas à la personne. Donc, si on regarde tout ça, je vais vous demander en fait une petite dissertation, disons-le comme ça. Je veux que vous identifiez, avec ce qu'on vient de voir, 3 événements récents où une croyance irrationnelle peut être reconnue. C'est-à-dire, vous allez pas nécessairement le faire sous forme de tableau, mais vous comprenez que je veux 3 fois ce qu'on voit ici. L'événement, la croyance irrationnelle qui était associée à ça. Et maintenant, vous allez faire l'exercice de pensée de remplacement. Avec quelle croyance, avec quelle pensée, avec quelle explication de la réalité, hein, si on gratte un peu la paire de lunettes, comment on pourrait aussi interpréter les événements, mais différemment cette fois-ci. Donc, je veux que vous alliez vraiment creuser cet événement-là et regardez ce qui est écrit. Je m'attends à des réponses développées pour que vous me montriez que vous comprenez qu'est-ce que c'est nos distorsions cognitives et surtout comment, tranquillement, pas vite, on les transforme.